Et merci d'être avec nous à midi sur Europe 1 et de partager cette demi-heure d'informations en notre compagnie. On le disait tout à l'heure, actualité nationale tendue, actualité internationale compliquée également, car on l'a appris dans la nuit, une attaque ukrainienne près d'une centrale nucléaire russe a provoqué un incendie. Il a rapidement été maîtrisé, il n'y a aucune victime et aucun danger radioactif. Mais cette guerre dure donc et une rencontre Zelensky-Poutine s'éloigne. Et peut-être une lassitude aussi des populations de chaque côté, notamment en Russie. Vladimir Poutine serait déconnecté de la jeunesse, estime Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique, au micro donc de Guillaume Lariche hier soir sur Europe 1. Il joue la carte de la nostalgie, alors que la Russie, la population russe aujourd'hui, surtout les jeunes, eh bien, ils veulent voyager. Ils sont plutôt dans le paradigme selon lequel chacun peut choisir son destin. Et je crois que Poutine va dans l'impasse. Je crois que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est évidemment les premières victimes de cette guerre, ce sont des Ukrainiens, mais c'est aussi le peuple russe. C'est-à-dire le conduit son propre pays au suicide. Voilà pour cette intervention d'Alexandre Melnik au micro européen de Guillaume Lariche. Et à ce sujet, j'accueille Sébastien Boussois. Bonjour. Sébastien Boussois, vous êtes directeur de l'Institut géopolitique européen. Ce qu'il s'est passé cette nuit avec ces drones ukrainiens qui sont tombés sur une installation nucléaire en Russie, est-ce que cela veut dire qu'on est à 1000 lieues désormais d'une rencontre Poutine-Zelensky ? Alors, à milieu, je ne suis pas tout à fait convaincu. On n'est pas forcément dans les secrets de l'instruction, ni sur ce qui se trame exactement à la Maison-Blanche. Je pense que Donald Trump continue à penser, à espérer qu'une rencontre puisse être possible. Et jusqu'aux dernières heures, y compris au moment de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les bombes et les drones continuaient à frapper l'Ukraine. D'ailleurs, ça ne s'est en réalité jamais arrêté, et c'est la démonstration pour les uns et les autres que tout ce qui peut être pris est à prendre, et tout ce que les gains pourraient permettre ensuite aux deux parties adverses de récupérer pour peser dans la balance des négociations, eh bien le schéma assez classique de ce qu'on voit dans d'autres conflits, grappiller pour ensuite espérer négocier davantage. J'aimerais, Sébastien Boussois, qu'on évoque la situation à présent en Israël. On passe évidemment d'un sujet à l'autre, mais on manque de temps. L'armée israélienne prépare son plan de prise de contrôle de Gaza. 130 000 hommes seront mobilisés au total avec un objectif, récupérer les otages aux mains du Hamas. Faut-il voir, Sébastien Boussois, en cette opération, une porte de sortie, enfin ? Bon, certainement pas. Malheureusement, ce conflit est effectivement un conflit sans fin qui atteindra bientôt 2 ans, et on est dans une situation où les objectifs de Benjamin Netanyahou sont les mêmes depuis le début, quoi qu'il se passe, la destruction effectivement du Hamas. Et on le voit bien, les manifestations qu'il y a à l'intérieur même d'Israël depuis des mois contre la stratégie du gouvernement montrent à quel point la situation est périlleuse. Il n'y a aucune certitude que cette stratégie permette de libérer les derniers 25 otages restants, puisqu'il y en a malheureusement 25 qui sont morts sur les 50 restants. Bon, Sébastien Boussois, j'aimerais qu'on évoque la promo Rima Hassan en Belgique. Et pourquoi je m'adresse à vous pour cette question ? Parce que vous avez été rattaché un temps, ce n'est plus le cas, mais vous avez été rattaché un temps à cette université. Les élèves ont choisi de baptiser leur promo du nom de cette figure très controversée de l'ultra-gauche. Quel est votre regard sur cette affaire ? Alors, on savait qu'en France, les universités étaient rouges. C'est le cas aussi en Belgique ? Écoutez, vous oubliez Sciences Po, notamment en France. Évidemment, c'est pas tellement plus glorieux. En ce qui concerne l'ULB, je pense qu'à un moment, j'ai suffisamment probablement pas fait assez allégeance à l'islamo-gauchisme qui essaime dans cette université depuis longtemps, depuis bien trop longtemps en réalité. Et ces étudiants sont souvent biberonnés par des professeurs de droit international et autres qui sont clairement gauchistes, pro-palestiniens, etc. Et je pense qu'on mélange malheureusement tous les genres. L'année dernière, la même promotion du même département criminaux était Robert Badinter. On passe de Robert Badinter à Rima Hassan, c'est quand même un peu curieux, et à mon avis, c'est très dommageable. De toute façon, l'Université libre de Bruxelles n'est plus dans beaucoup de grands rankings, classements internationaux, et elle sombre progressivement dans une radicalité idéologique
surtout, elle se noie quelque part dans des classements où elle ne pèse plus grand-chose à l'échelon européen. Merci Sébastien Boussois pour vos différents éclairages sur cette actualité internationale tendue. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut géopolitique européen. Europe 1 Midi Week-end. 12h30, 13h. Charles L'Huillier.